Je vous propose de commencer l'atelier qui porte sur les questions d'accompagnement de l'entrepreneuriat local. Donc le reset de cette année, il s'attelle vraiment à cette question, cette dimension qui est assez nouvelle et pour le moins maintenant assez incontournable dans le développement durable, qui est la question du local et la question aussi de l'entrepreneuriat local. En quoi l'entrepreneuriat local peut être vraiment un facteur de, on va dire, transformation positive pour les territoires et au-delà pour la société. Et donc ça veut dire plusieurs choses en fait. Ça veut dire comment faire en sorte que des entreprises locales d'un territoire se développent, répondent aux besoins de ce territoire et se développent aussi, on va dire, en allant dans la bonne direction, c'est-à-dire contribuent à un développement positif, qu'on appelle aussi le développement durable. Voilà. Cet atelier part d'un constat que souvent la question du financement est un point sensible pour les petites entreprises. L'accès au financement est compliqué. Et donc l'objectif, c'est d'échanger avec plusieurs acteurs locaux sur quelles solutions sont mises en œuvre, comment on fait évoluer les dispositifs pour que ça répond mieux aux besoins des entreprises, ce soit plus simple d'accès. Et puis aussi d'échanger avec de nouveaux acteurs sur quelles sont les nouvelles modalités de financement d'entreprises, notamment le financement participatif. Qu'est-ce que ça ouvre comme opportunité et de manière globale, enfin de manière plus transversale à tous ces modes de financement, on se l'est dit, en quoi ils portent davantage la question de la finalité de l'entreprise et comment ils encouragent, on va dire, des entreprises plus vertueuses, en tout cas qui s'attellent à un certain nombre de défis environnementaux, sociétaux, ou qui intègrent ces défis dans leur façon de faire. Donc pour commencer cet atelier, je vous propose de donner la parole à David Géant, et puis on fera une petite... on vous proposera de lui poser des questions juste après son intervention parce qu'il devra nous quitter. Et je vais essayer de stopper en fait le diaporama aussi qui n'arrête pas de défiler. C'est un petit peu... je vais faire stop. Clac. Si je fais stop, là ça ne marche. Voilà. Ça ne bouge plus. Voilà, donc David Géant va nous parler plus spécifiquement de ce que fait la région PACA sur cette question-là, qui s'est mis un peu sur le front de l'entrepreneuriat avec une volonté de politique très active sur le sujet. Donc pour comprendre avec lui quels sont ces axes en fait, de la région pour soutenir l'entrepreneuriat local et comment concrètement cela se traduit dans l'accompagnement et le financement des entreprises locales. Je prends le relais ? Tout à fait, David. Très bien. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir d'être à vos côtés ce matin, dans des conditions climatiques qui sont en plus tolérables. J'avais très peur de ça en arrivant, mais on est climatisé. Donc on va pouvoir discuter pendant une grosse heure ensemble de ce sujet, qui est un sujet extrêmement important. S'il fallait que je résume la politique de la région en matière de développement économique, je le ferai en un mot, je dirais qu'elle est volontariste. Mais je pense que ce serait peut-être un petit peu trop concis pour l'exercice dans lequel on est, cet atelier, donc je vais développer un petit peu tout cela. Et avant de rentrer dans le détail, c'est important pour moi de vous rappeler le contexte dans lequel on se situe. Il ne vous a pas échappé que la loi NOTRe, de nouvelle organisation territoriale de la République, a réorienté les compétences des collectivités publiques au niveau national. Et donc aujourd'hui, les régions sont détentrices de la compétence du développement économique. Et elles le sont au travers d'un schéma qu'on appelle le schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation, qui est un schéma prescriptif, donc qui s'impose aux autres collectivités et qui donne les orientations stratégiques du Conseil régional en matière de développement économique. On a un nouvel exécutif depuis décembre 2015, qui a d'abord été présidé par Christian Estrosi, puis aujourd'hui par Renaud Muselier, qui a décidé de faire de ce développement économique l'objectif et la priorité numéro 1 du mandat. Ce que nous nous attachons donc à faire depuis, avec un développement d'un certain nombre d'outils. Mais la première question qu'on s'est posée, c'est de faire un constat et de regarder ce qui existait en matière de développement économique au niveau de la région. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de choses, un très grand nombre de choses, des centaines d'organismes, de dispositifs qui permettaient le développement économique.
Et donc on s'est posé la question, on s'est dit, avec tous ces dispositifs, financés généralement par de l'argent public, comment se fait-il qu'on ait encore en région PACA un taux de chômage de 12%, qui est donc de 2 points supérieur à la moyenne nationale, et qui nous met sur la triste 3e marche du podium des régions où il y a le plus de chômage en France. On s'est posé la question, on a posé la question à des entrepreneurs, ça tombe bien puisque moi-même je suis entrepreneur et c'est le premier mandat auquel j'ai la chance de pouvoir participer. Pierre Grand-Dufay, président de la commission économie-emploi, est aussi entrepreneur et on a travaillé avec les chambres consulaires, avec les partenaires, les acteurs du monde économique pour trouver une raison. Bien, la raison est bien simple, c'est simplement que justement il y a un manque de clarté dans tous ces dispositifs qui existent aujourd'hui. Donc on s'est dit... de quel point partir? On s'est posé la question de quel point partir. On s'est dit que finalement le plus simple serait d'une part de réorganiser ce qui existe, d'éviter les doublons d'une part et d'éviter ce qu'on appelle les trous dans la raquette d'autre part, donc les endroits où il n'y a pas d'accompagnement possible, et surtout d'orienter ceux qui soit pensent à entreprendre, soit ceux qui sont en train d'entreprendre, soit ceux qui sont déjà entrepreneurs et qui souhaitent opter pour une réorganisation, qu'elle soit stratégique ou opérationnelle. Et on a donc créé un outil qui s'appelle le guichet unique. Ce guichet unique, c'est un numéro vert, le 0805 805 145. Je profite pour faire la promotion de ce dispositif région, vous ne m'en voudrez pas. Et ce dispositif est donc bien simple, c'est-à-dire que lorsque vous avez une question, quelle qu'elle soit vis-à-vis de l'entreprise en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous appelez ce numéro et c'est un opérateur de la région en collaboration avec les partenaires qui sont les nôtres, donc la Chambre de commerce et d'industrie notamment, qui vous réoriente vers le dispositif ou vers l'organisation qui est le plus à même de répondre à votre question. Donc ça, c'est quelque chose d'assez inédit qu'on a réussi à mettre sur pied en 4 mois et qui démontre aujourd'hui ses résultats en région avec plus de 2500 appels en moins d'1 an. Donc on peut se dire qu'il y avait un réel besoin, des appels qui, pour 90% d'entre eux, ont été réorientés vers des dispositifs existants. Donc les 10% supplémentaires, c'était des questions auxquelles les collectivités, de manière générale, ne pouvaient pas répondre. Ça existe aussi. Et c'est un peu le risque lorsqu'on fait une porte d'entrée unique comme celle-ci. Et donc c'est un dispositif qui fonctionne très bien et qui était le préalable à tous les outils qu'on a développés ensuite au niveau de la région. On en a développé d'autres, mais je ne pense pas que ce soit l'utilité de cet atelier de faire une liste à la Prévert. Je vais simplement évoquer les plus emblématiques d'entre eux. Je pense au fonds d'investissement des entreprises régionales, doté de 100 millions d'euros, qui sert, lui, donc, à apporter directement le carburant, qui est le financement à l'économie locale, pour des projets de développement, de croissance, mais aussi de création. Je pense aux opérations d'intérêt régional, les OIR, qui là, ce dispositif-là sert à finalement restructurer les filières afin de pouvoir développer et maximiser l'innovation en région, puisqu'on sait que l'innovation sera porteur et créateur de richesses, de valeur et donc d'emplois à terme sur nos territoires. Je pense au Small Business Act qu'on a également mis en place et qui vise, lui, ce dispositif. Alors on n'a rien inventé, hein, ça a été mis en place aux États-Unis dans les années 50, le Small Business Act, pour relancer justement l'économie locale juste après la Seconde Guerre mondiale. Et le but de ce Small Business Act régional, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est d'essayer d'orienter un maximum les marchés publics de la région vers les entreprises régionales, les petites et les moyennes entreprises régionales, afin que cet argent public investi puisse profiter à de la création de richesses directes sur notre territoire. Voilà pour les plus emblématiques. Et je vais quand même faire une petite aparté sur un dispositif qui me tient particulièrement à cœur et qui concerne justement la responsabilité sociétale des entreprises, donc qui va intéresser par définition tout le monde, je l'espère en tout cas au sein de cette salle. C'est le dispositif CEDRE. Alors là, on est dans quelque chose d'extrêmement innovant, puisque ce dispositif, ce n'est pas un prêt, comme c'est le cas généralement lorsque l'on parle d'accompagnement des entreprises par les collectivités, c'est une subvention. Mais une subvention qui est conditionnée au fait de remplir des objectifs en matière de RSE. Et c'est là qu'on est vraiment dans l'innovation, je crois que c'est unique en France. L'objet de ce dispositif, c'est d'amener, par l'exemple, les entreprises à développer la RSE au sein de la région. Et donc ça fonctionne de manière très concrète. On a des prescripteurs qui donnent à ces entreprises le nom de CEDRE et qui expliquent le parcours, le dispositif. Ils nous contactent, ils rentrent en lien avec un expert RSE qui définit avec eux un plan d'action clair avec des indicateurs de performance pour mesurer l'évolution sur ce plan d'action. Et ils s'engagent à créer un certain nombre d'emplois. C'est 3 minimums, mais l'année dernière, juste sur l'année dernière, on a réussi, grâce à ce dispositif, à participer directement à la création de plus de 200 emplois. Donc on a quand même
en termes de quantité aussi, c'est qualitatif, mais c'est aussi quantitatif. Et donc, une fois que ce plan d'action est défini, il passe devant un comité de sélection et de soutien que j'ai l'honneur de présider depuis 1 an et qui, avec autour de la table l'ensemble de nos partenaires, permet de acter ou non l'entrée de l'entreprise au sein du dispositif. Et la subvention ne leur est versée que s'ils remplissent les 2 conditions, le plan d'action au niveau de la RSE et le nombre d'emplois créés. Donc on est vraiment dans de l'innovation, ce qui nous permet de vérifier où est injecté l'argent public et qu'est-ce qu'on en fait au sein de l'entreprise, qui est une problématique assez centrale aujourd'hui, surtout dans la situation de réduction budgétaire dans laquelle on évolue, et qui nous permet aussi de ne pas braquer les entreprises vis-à-vis de la RSE, mais au contraire de les accompagner en les accompagnant financièrement dans la mise en place d'axes de développement RSE. Voilà, je vais m'arrêter là, je pourrais parler encore longtemps, mais je ne pense pas que ce soit le but de l'exercice. Je vais laisser la parole à mes partenaires qui sont là. Ou du coup, ce qu'on voulait vous proposer, parce que David Jean doit partir avant la fin, et si vous souhaitez poser des questions sur la démarche de la région, à la fois sur ce processus de simplification de l'accès au financement et d'orientation des subventions sur des démarches de responsabilité de développement durable. Alors, comme l'a dit juste titre David Jean, le dispositif est unique en France, à notre connaissance, de vraiment avoir des financements conditionnés sur l'atteinte d'un certain nombre de résultats, qui est nouveau, comme modalité d'action. Est-ce qu'il y a des questions, ou est-ce que c'est dur de poser des questions au début en fait, de l'atelier? C'est la première question. Oui. C'était pour vous, normalement. Ok. Je crois qu'il y a, la technique nous... Alors attendez, j'ai l'impression de jouer ce rôle au n'importe. Merci. Bonjour. Donc, comme nous sommes au Forum Reset et donc plus particulièrement axés sur la RSE, vous avez parlé de CEDRE, mais qui concerne un petit nombre d'entreprises. Je sais plus si la région contribue, mais il y a l'atelier en dessous sur le projet Mon entreprise performante et responsable. Le parcours, oui. Le parcours. CEDRE fait partie de ce parcours, justement. Oui, je sais. Et moi, je faisais partie du premier marché des chéquiers RSE, pas du deuxième, malheureusement. C'est comme ça. Mais la question est quand même, pour toutes les entreprises, la RSE, c'est vital, même si elles ne l'ont pas toutes compris aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la région peut apporter, de plus que CEDRE, qui est sur un petit volant d'entreprise quand même. L'entreprise performante et responsable, c'est plus gros. Mais le problème, c'est que les entreprises font le petit autodiagnostic de 15 minutes et ne vont pas derrière, ne vont pas plus loin. C'est comment nous, en tant que consultants indépendants, et Dieu sait s'il y en a sur le territoire, sur ces thématiques-là, et très diverses et variées, comment on peut, quand on détecte ça dans une entreprise avec lesquelles soit on est en simple relation cocktail, ou qu'on peut avoir quelques démarches, pour justement aller les inciter à aller bien sûr vers l'autodiagnostic, mais plus loin encore, puisqu'il y avait une aide qui existait, qui était vraiment, c'était le FRAC, qui aidait au consulting justement. Est-ce que vous envisagez un jour de remettre quelque chose d'équivalent, ou ça restera CEDRE et l'échec RSE? Alors, merci pour cette question qui remet quelque part un petit peu en cause ce qu'on fait au niveau de la région depuis notre arrivée, mais je ne vais pas me formaliser pour autant. La première des choses, c'est qu'on ne pourra jamais se substituer de toute manière à la volonté des entrepreneurs. Votre question est finalement comment est-ce qu'on élargit la RSE au sein de la région? C'est une bonne question, une question légitime, mais on vérifie au travers de l'ensemble des dispositifs qui sont les nôtres qu'on ne peut jamais se substituer à la volonté. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est accompagner lorsqu'il y a volonté. C'est le cas de CEDRE. Alors, vous l'avez dit, c'est malheureusement pas assez d'entreprises quand on regarde l'ensemble des entreprises de la région, mais c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. Et aujourd'hui, on manque plus de dossiers que ce qu'on en rejette, si vous voulez tout savoir. Donc je ne pense pas que le dispositif ait montré la limite de son fonctionnement. Je pense que c'est un travail d'ensemble qui doit être mené
avec l'ensemble des partenaires du monde économique, l'ensemble des prescripteurs qui doivent de plus en plus orienter vers ces dispositifs de responsabilité sociétale des entreprises. Et je tiens aussi à ajouter que dans ce fameux schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation, donc ce document prescriptif qu'on a mis en place au début de cette année, il y a un pan dédié à la responsabilité sociétale des entreprises, dans lequel on indique qu'on va proposer de toute manière le fameux bilan dont vous parlez, qui est qu'un bilan, mais qui est déjà un bilan, à l'ensemble des entreprises qui se rapprochent de la région pour avoir une aide par l'intermédiaire du guichet unique. Donc on a ce travail de sensibilisation, mais on ne pourra jamais se mettre à la place de l'entrepreneur. Voilà. L'autre point qui me semble important, et on répondra à votre question ensuite, monsieur, c'est qu'il ne faut pas opposer l'entreprise classique et l'entreprise RSE. Toutes les entreprises font de la RSE aujourd'hui. Et moi, je ne connais pas à titre personnel un seul entrepreneur qui n'a pas vocation à faire de la RSE, ne serait-ce que dans la dynamique de création d'emplois. L'emploi aujourd'hui, c'est une responsabilité sociétale. Il y en a qui le font moins que d'autres. Il y en a qui ne sont pas structurés, qui n'ont pas les indicateurs, qui ne le matérialisent ou ne le formalisent pas correctement. Mais aujourd'hui, je pense que pour développer la RSE, il faut commencer par arrêter d'opposer les entreprises dites classiques et les entreprises qui sont en avance, mais plutôt montrer l'exemple par le biais des entreprises qui sont en avance pour amener tout le monde à le faire et ne pas le faire dans la contrainte. C'est en tout cas le choix qu'on fera au niveau de la région. Je n'ai pas dit... Oui, bien sûr, bien sûr. Par l'intermédiaire de forums comme aujourd'hui, par exemple, pour démontrer la bonne pratique. Si vous avez une solution, je suis preneur, ceci dit. On est d'accord. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Une dernière question, et puis on va reprendre les présentations. J'arrive, en fait. Merci. Violaine Magnin, Enercop PACA. Si la création d'emplois fait partie de la RSE, est-ce que vous êtes en capacité de nous donner des informations sur le dispositif Ardent ? Est-ce que, pardon ? Le dispositif Ardent, porté par le Conseil régional. Objectivement, mon rôle d'élu à moi, ce n'est pas de connaître tous les dispositifs sur le bout des doigts, mais je vous invite justement à utiliser le fantastique outil qu'on a mis en place, qui est le guichet unique, et si vous souhaitez des informations, vous aurez toute réponse de la part des techniciens de la région qui maîtrisent ce dispositif. Merci mieux pour que le moi, numéro de téléphone, en tout cas. Alors, on va reprendre peut-être le... Oui, je redonne le numéro, ça m'a été demandé, je continue ma publicité, le 0805 805 145. Et je vous invite à essayer, et si ça ne va pas, je reviendrai l'année prochaine au forum pour que vous puissiez me dire que ça ne va pas, parce qu'on souhaite améliorer les choses au contraire. Alors, du coup, vraiment deux dernières questions, mais petites questions. Une précision. Alors, c'est parfait, là. Précision. Bonjour, Emmanuel Mandaron, et je travaille justement à la région PACA. Et je Bravo, voulais merci. rebondir. Merci. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Monsieur Géant au début, au-delà du dispositif CEDRE. Il a parlé du Small Business Act, donc de l'action de la région en direction des TPE-PME. Et même si ce n'est pas de l'aide directe aux entreprises qui est faite, tout le travail est fait en direction de la commande publique, donc un travail interne à la région qui fait qu'on travaille avec la direction des marchés pour qu'ils intègrent toutes ces dimensions et voir comment faire pour que la dimension RSE soit valorisée. Se mettre en relation avec des fournisseurs responsables. Et donc, on est en plein, enfin, ce que vous disiez tout à l'heure, donc je rebondis pour insister sur le fait qu'il n'y a pas l'aide directe uniquement, mais vraiment une attention de la région sur la volonté de favoriser les démarches RSE. Et Ardent, je pourrais vous donner des tuyaux aussi. Merci, c'était très bien. Je vais dire au président que c'était bien. Voilà, je reprends. Pour le dispositif Ardent, vous aurez la réponse peut-être sur le site du CNAM, parce que le dispositif est géré sur PACA avec le CNAM. Et c'est un dispositif qui permet de doter les PME en cadre de qualité, avec une prise en charge de la région et du CNAM. En tout cas... un galop d'essai avec oui. Bon, alors on va reprendre le cours. Juste pour clairement la simplification, enfin, des dispositifs et de l'accès et un peu de l'approche centrée utilisateur, ça va vraiment dans le sens de l'histoire, et c'est aussi un des leviers importants d'innovation des administrations, d'amener cette simplification. Donc c'est vraiment intéressant de voir que ça
a lieu concrètement au niveau de région. Puis pour mettre mon petit grain de sel sur la réponse sur comment créer une dynamique sur le développement durable, je pense aussi que chacun est concerné par la question de cette dynamique, en fait, de donner envie sur des démarches de développement durable. Voilà, clairement, le Forum Recette a cette vocation aussi de partager les pratiques, les initiatives, de montrer comment on peut aller plus loin sur ce sujet-là, mais on peut avoir un impact de ce point de vue-là. Voilà. Et donc, pour passer la parole à une autre organisation qui a beaucoup réfléchi sur cette question de l'accompagnement des entreprises tout leur stade de développement, et puis on va retrouver cette question de comment intégrer le développement durable dans cette dynamique, d'en profiter de la proximité finalement avec les entreprises pour faire passer aussi un certain nombre pour les sensibiliser à un certain nombre de sujets qui seront importants pour elles. Donc c'est BPI France, avec 2 intervenants, Christophe qui va nous parler plus spécifiquement de comment au niveau de PACA, quelles sont la politique, finalement un peu la stratégie de BPI France, que vous intervenez aussi à l'échelle stratégique, et puis les outils qui vous semblent les plus pertinents, en tout cas voilà, les plus innovants dans cette démarche. Et puis le micro. Et puis Philippe Canter sur l'orientation, le sens de l'entrepreneuriat et donc le développement durable. Merci. Écoutez, bonjour à tous. Christophe Roux, BPI France PACA. Vous aurez BPI France National tout à l'heure. Je suis responsable crédit sur la délégation de Marseille. Je suis responsable crédit à la délégation de Marseille, c'est-à-dire je décide des dossiers de financement et essentiellement des dossiers de garantie. BPI France, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un établissement qui est contrôlé à la fois par la Caisse des dépôts à 50% et par les pouvoirs publics, l'État aussi à 50%. C'est le fruit de rapprochement de multiples établissements qui ont préexisté au préalable. Au total, c'est le fruit du regroupement de 6 structures. Et donc, de chacune de ces structures, on a hérité un savoir-faire, quoi. Donc, ce serait assez compliqué de vous faire de vous faire une présentation globale de l'ensemble de ces métiers. Mais je vais essayer de focaliser sur le thème de la journée. Alors, je vais employer des mots qui ne sont pas des mots de financiers, vous allez voir. Chez BPI France, on accompagne surtout les gens qui sont... Il y a un cercle vertueux. C'est vrai qu'on est établissement d'État, donc on a aussi une mission de service public. On n'est pas là que pour avoir des activités et de distribuer des activités marchandes. Même si on a cette vocation d'avoir un compte d'exploitation et de gagner notre pain et notre argent, l'État nous ferait des réflexions si jamais on n'était pas à l'équilibre et qu'on n'arrive pas à nourrir les 2500 têtes qui sont l'effectif de 2500 personnes de l'établissement. Mais on a quand même cette mission de service public que l'on exerce auprès des PME de la région. Donc on est au soutien des plus vulnérables. Parmi les plus vulnérables, on pense aux entreprises qui sont en rapport de force défavorable par rapport à leurs partenaires bancaires. Parmi ces plus vulnérables, on pense aux créateurs d'entreprises. Ces gens qui n'ont que leur CV à vendre et puis de belles promesses sur un avenir qu'ils espèrent radieux. Le rapport de force est assez complexe avec la banque et dans ces cas-là, on a des dispositifs de garantie qui permettent de soutenir l'action de la banque en la garantissant, en proposant à la banque de s'adosser à l'État et on peut couvrir le risque bancaire jusqu'à 70%. Un autre cas de figure aussi où on rencontre des gens vulnérables, c'est lorsqu'ils ont des problèmes de trésorerie. Le rapport de force est aussi inversé, c'est la banque qui a les cartes entre les mains et le destin de l'entreprise est souvent entre les mains de la banque. Et on propose aussi à ce moment-là, pour inciter la banque à continuer à suivre, à donner une garantie qui peut atteindre aussi 70% de risque sur le risque bancaire, quoi. Donc une couverture de risque maximum qui est portée par l'État et par BPI France. On intervient aussi aux côtés des plus intrépides. Et on a des savoir-faire particuliers qui permettent d'accompagner les plus intrépides. Parmi les plus intrépides, on accompagne les gens qui prennent des risques en s'essayant
sur des projets innovants et en allant chercher, en faisant progresser des technologies. Donc on intervient en innovation et on a un moyen très particulier, très attractif pour accompagner les affaires innovantes. On peut les accompagner soit sous forme de subventions, soit sous forme d'avances remboursables ou alors de prêts à taux zéro. Donc on est dans du gratuit et du financement qui peut être lent dans son retour sur investissement, quoi. Donc on intervient aux côtés de ces intrépides innovants. Et puis on en a d'autres qui ont la fibre du commerce, qui sont intrépides mais avec la fibre du commerce et qui vont voir des contrées lointaines et qui se lancent à l'international. Là aussi, on a des dispositifs particuliers. Depuis l'entrée de la COFAS dans le groupe, on peut délivrer des avances, des assurances prospection qui permettent de couvrir l'échec commercial qu'une entreprise, une PME pourrait encourir à se lancer sur un marché étranger. Donc la couverture. Et c'est aussi là une quasi-subvention, quoi. Donc là, au travers de l'avance remboursable. Et puis on est aux côtés des entreprises, donc on a vu les vulnérables, on a vu les intrépides et on est à côté des éco-citoyens ou des citoyens tout court. On développe une gamme de prêts sans garantie. Ce sont des prêts, comme leur nom l'indique, sans garantie, des prêts pour lesquels on ne va pas les vérifier l'utilisation des fonds, des prêts qui souvent sont assortis d'une période de différé qui permettent d'avoir un bénéfice important sur la trésorerie des entreprises. Et on a des prêts spécifiques de ce type-là qui nous permettent d'accompagner, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, associations, fondations, les SCOP, etc. Donc avec un prêt qu'on appelle le prêt ESS, prêt économie sociale et solidaire. On a un autre crédit qui permet d'accompagner les entreprises qui cherchent et qui structurent les quartiers qui font partie du cadre de la politique de la ville. Donc on a un prêt spécifique pour les quartiers aussi, c'est un prêt sans garantie sur 5 ans avec une année de différé. Et enfin, on a des prêts spécifiques et très attractifs pour les entreprises qui sont éco-responsables. On a un crédit qui s'appelle le prêt vert, un prêt vert qui est un prêt sur 7 ans avec 2 années de différé, avec un taux qui est inférieur à 0,50 dans certains cas, et un prêt éco-énergie, un prêt qui va permettre de financer tous les investissements qui permettent de réaliser des économies d'énergie. Et ce crédit est aussi à 0,27, j'ai vérifié avant de venir ce matin, à 0,27%, quoi. Donc une activité, des prêts marchands quand même, mais qui sont très attractifs et qui permettent d'accompagner les entreprises qui font un effort citoyen. Bah, écoutez... Non, mais je pense que c'est une bonne transition pour passer la parole à Philippe Quinter, Oui. qui va préciser un peu plus loin comment cette l'éco-citoyenneté... Allô, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Bon, très bien. Bah, écoutez, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui à Marseille avec vous. Et quand je dis nous, vous allez vous dire c'est mal parti parce qu'il parle de lui à la 3e personne. Quand je dis nous, c'est qu'en fait, BPI France aime les entrepreneurs. Donc, vous l'avez compris avec Christophe. C'est vraiment notre code génétique. Et d'ailleurs, à tel point, c'est que Christophe a dit je vais parler avec des mots peut-être un peu différents. C'est vrai qu'on a l'habitude, nous, de parler un peu comme des entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on nous appelle la banque entreprise. Bon. Mais on fait le boulot aussi, bien sûr, de banquier. Pourquoi je dis nous? Parce qu'on est venu à Marseille, bien sûr BPI France, et on soutient vraiment activement Forum Reset, mais avec 10 entrepreneurs. 10 entrepreneurs parce que nous, le développement durable à RSE, c'est du OPS, c'est de l'opérationnel. C'est-à-dire que ce n'est pas du hors-sol, c'est du retour d'expérience, on met nos entreprises, ce n'est pas les nôtres, on n'est pas possessif, mais on souhaite aider, donner du sens, être utile aux entrepreneurs, et c'est eux qui ont la vérité. Donc nous, on a même pris un slogan, chez BPI France, la RSE sont les entrepreneurs qui en parlent le mieux. Et c'est vrai, on en est totalement convaincus. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ce que l'on fait concrètement, c'est toujours ce qui nous guide et ce qui nous anime. Mais vraiment, tous les salariés de BPI France sont tendus sur ce sujet. Hein. Je crois que Christophe, tu peux le dire. C'est que c'est vraiment d'être utile, d'aider. On est à la croisée de la banque publique d'investissement, hein, donc comme l'a rappelé Christophe, mais on est aussi une banque. Donc ça veut dire qu'on est là pour aider financièrement. Et on fait. Il n'y a pas de problème de financement. Globalement, il y a beaucoup de liquidités. Ça a été dit d'ailleurs dans une autre plénière. Mais en revanche, nous, on a détecté qu'il y avait un sujet sur l'accompagnement. L'accompagnement, c'est central. BPI France en a fait un de ses grands métiers au même titre que le financement et l'investissement, l'accompagnement des entreprises.
Alors l'accompagnement, c'est quoi? C'est aider un entrepreneur, qu'on soit une start-up, TPE, PME, ETI. Les grands aussi ont besoin d'être aidés dans certains domaines. Néanmoins, notre cœur de cible, c'est vraiment, bien sûr, start-up, TPE, PME, et aussi les ETI pour les aider. Donc c'est vraiment là notre cœur de cible. Et c'est là où on met tout notre engagement et tout notre effort. Donc concrètement, ce que l'on fait, c'est qu'on a mis, nous, pour aider, des programmes en place depuis l'origine, dans le cadre de l'accompagnement, pour aider nos entrepreneurs à aller à l'international, mettre un plan digital, mettre un plan RSE. Nous, on a constaté, et je rejoins tout à fait ce que disait David Géant, c'est que toutes les entreprises, même la plus petite, la start-up naissante, il y a de la RSE à bord. Et je dirais même plus de la RSE incarnée. Parce que les dirigeants incarnent les valeurs de la RSE, alors que dans les grands groupes, souvent, on est pris par des schémas organisationnels un peu forts, et c'est plus compliqué. Donc nous, on a mis en place des systèmes extrêmement pratiques, concrets. On propose à nos entrepreneurs, notamment en matière de RSE, de leur faire des stages, formations, 5 jours et demi, très opérationnels. Ils ressortent avec des outils, avec un plan d'action, un plan de com, pour valoriser ce qu'ils font. Concrètement, parce qu'ils ont tous fait quelque chose, mais souvent, vous connaissez l'expression, tel Monsieur Jourdain, on ne voit pas toujours ce que l'on fait, parce que finalement, ça semble naturel. Donc c'est donner de la cohérence à ce qui est fait, de creuser un peu plus les actions mises en œuvre, et d'aller encore plus loin, d'ouvrir les portes. Donc nous, ce que l'on fait, c'est ça. Concrètement, on apporte effectivement une sensibilisation, une formation, et on va même plus loin, parce qu'on se dit, on a une mission. On a une mission et la RSE, ça fait partie de nos gènes. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin? On se dit, on va les aider, les entrepreneurs, start-up, donc TPE, PME, ETI. Pas les grosses, parce que les grosses, elles sont équipées. Elles ont à bord, généralement, ce qu'il faut pour avancer sur ces sujets. Et on finance 50% de la formation. On s'est dit, on va les aider aussi financièrement, parce que, comme on dit dans les bons stages, c'est l'incitation concrète à l'action. Ça veut dire, aider, c'est une chose, les paroles, c'est une chose, mais nous, on est sur le terrain, et aider, c'est aussi de dire, on vous prend la main, mais vraiment positivement, pour vous aider, et on contribue à hauteur de 50% pour vous aider dans ce plan. Et non seulement on ne s'arrêtera pas là, parce que nous, c'est un peu aussi notre code génétique, on est dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'aime pas faire des coups pour effectivement que ce soit cosmétique, c'est-à-dire qu'on accompagne dans la durée, que ce soit en investissement et dans le financement, Christophe, tu me confirmes. On est là pour aider et suivre de manière bienveillante les entreprises. Nous, notre leitmotiv, c'est le sens. Pourquoi? Parce que s'il y a du sens dans l'entreprise, des salariés iront dans cette entreprise. Cette entreprise sera différenciante par rapport à ses concurrents, parce qu'elle saura faire valoir ses atouts. La manière. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire humblement? C'est d'aider pour remettre du muscle là où il y en a, ajouter des suppléments d'âme dans un certain nombre de domaines, avec des spécialistes, des experts. Donc on en a une batterie. On fait avec une de nos divisions Initiative Conseil des audits et des missions dans toute la France auprès des entreprises, quelle que soit leur taille, pour aider les dirigeants. On a sorti une étude l'année dernière. Chaque année, BPI France sort des études, la solitude du dirigeant. Je ne sais pas si vous l'avez eu, allez sur les sites, je vous encourage à y aller. Là-dedans, il y a des grandes vérités qui démontrent que les entrepreneurs ont besoin d'être épaulés et d'être aidés. Donc nous, ça, c'est ce que l'on sait faire. Ce que l'on fait rapidement, c'est que l'on met en vis-à-vis différents types d'entreprises ensemble. C'est ce qu'on a fait avec le hub corporate, le hub startup. C'est que le hub corporate, on met des startups avec des très grandes. Parce qu'aujourd'hui, les leçons, finalement, en matière sur les questions environnementales, sur les questions sociales et de gouvernance, ce n'est pas toujours les grandes qui peuvent les donner, ce sont les petites. Voilà. Donc, nous, on intervient de cette manière, et je pourrais répondre peut-être à des questions plus spécifiques, mais on est vraiment dans le super concret pour vous aider au quotidien. Merci beaucoup. Alors, le micro, marche. Alors, on va juste prendre la dernière intervention de Stéphane de Bulbintown, qui va vous présenter aussi notre façon de faire du financement en quelques mots, et puis on prendra, j'espère, on aura le temps de 2-3 questions. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation, et je suis ravi de pouvoir avoir un peu de temps pour vous expliquer la manière dont on travaille. Et puis j'avais un peu peur d'avoir la solitude, vous savez, le moment de solitude au micro, et comme je suis aux côtés de BPI France qui vont pouvoir m'accompagner dans la solitude du dirigeant, donc je me sens tout de suite réconforté. Merci d'avance. Alors, simplement, au-delà de la blague, pour me présenter, donc Stéphane Vroman, je suis le cofondateur de Bulbintown. On est une plateforme de financement participatif
ou crowdfunding, les deux termes sont utilisés, c'est la même chose. Il y a plein d'acteurs dans le financement participatif, il y a des métiers qui sont un petit peu différents. Nous, notre différenciation, c'est de faire du financement participatif de proximité. Ça veut dire qu'on ne travaille pas sur les projets d'innovation, de start-up, de digital, de créativité, d'objets connectés, etc. Mais l'idée, c'est de faire du financement participatif un outil pour accompagner les TPE, PME et acteurs de l'ESS qui ont vraiment un ancrage local en faisant participer les habitants. Et l'idée, du coup, c'est de faire du financement participatif un outil pour que les habitants d'un territoire puissent être acteurs de son dynamisme, soutenir des projets qui sont près de chez eux et d'une certaine manière avoir aussi une occasion de diriger son argent vers des projets qui sont près de chez soi et qui ont de l'importance, comme une alternative aussi au placement qu'on peut avoir par ailleurs. On propose 2 modes de financement participatif. Le premier, ce qu'on appelle le don contre don, permet de soutenir des projets contre des contreparties en nature. C'est un peu technique, ça fait plein de mots bizarres, mais en tout cas l'idée c'est, tout comme sur My Major Company, je soutiens un musicien et j'ai un album dédicacé, sur Bulb in Town, je soutiens la boucherie qui s'installe dans mon village et j'ai une planche de charcutes, un cours de cuisine, une plaque à mon nom dans la boutique, enfin voilà, des choses comme ça. C'est pas un placement. C'est des campagnes pour lesquelles on collecte en moyenne 5-6 000 euros, mais ça peut aller jusqu'à 10 000, 15 000 et parfois plusieurs dizaines de milliers, voire encore au-delà. Et on propose aussi de l'investissement en capital. C'est un petit peu plus récent chez nous, ça fait 1 an et demi. Et sur l'investissement en capital, cette fois-ci, les gens deviennent vraiment actionnaires de l'entreprise. Donc là, il y a un lien qui est beaucoup plus fort. Et l'idée aussi, c'est d'aller sur des montants plus importants et d'accompagner des entreprises, soit sur de la reprise-transmission, soit sur des projets de développement, souvent qui sont en manque d'apport personnel et qui vont avoir besoin de ce montant-là pour notamment emprunter auprès des banques. Donc pour vous donner juste quelques exemples de projets, on a soutenu un projet dans la périphérie de Toulon qui s'appelle les légumes dorés. Et donc c'est un jeune Aurélien qui a lancé ce projet-là et qui voulait, sur 4 hectares, pouvoir cultiver des légumes en biodynamie pour ensuite les vendre en circuit court sur Toulon. Donc c'est un projet qu'on a soutenu, qui a collecté 22 000 euros en don contre don. Donc les gens avaient évidemment des paniers de légumes, des visites pour venir voir à quoi ressemble un petit peu le lieu, pour venir filer un coup de main pour la cueillette, etc. Donc l'idée aussi, en le faisant autour de la proximité, c'est de pouvoir créer des échanges. Versus une campagne, on va soutenir peut-être un projet américain super sympa, c'est aussi chouette, mais on le fait plus pour l'innovation. On va recevoir quelque chose par la poste en règle générale, c'est pas pour ça que c'est pas sympa, mais c'est différent. Donc là, on va aller sur place, on va se rencontrer. L'idée, c'est que ce côté local, il puisse aussi stimuler du lien et on lutte nous aussi à notre manière contre la solitude du dirigeant à travers ça. Je reviens dessus, mais après j'arrête, promis. Ensuite, sur l'investissement en capital. Là, juste vous donne un exemple d'un projet qu'on a pu soutenir aussi. C'est la biscuiterie Jeannette. C'est une entreprise, vous avez peut-être entendu parler, puisque la presse l'a relativement bien relayé. C'était il y a 1 an et demi. Et c'est un cas particulier. C'est une entreprise qui existe depuis 1850, qui n'est pas du tout dans la région, qui est basée à Caen, en Basse-Normandie, et qui était à la barre du tribunal de commerce. L'usine occupée par les salariés depuis 1 an. Enfin bon, c'était un petit peu mal barré. Et donc, nous, on a travaillé avec un des repreneurs qui avait un projet pour essayer de relancer cette entreprise-là en se disant peut-être qu'on peut essayer d'utiliser le financement participatif comme un moyen pour convaincre les juges commissaires du tribunal de commerce en se disant mais regardez, les gens se mobilisent, il y a quand même de l'enthousiasme encore autour de ce projet, autour de cette marque, autour de ces produits, et puis il y a quand même de l'argent aussi qui arrive dans le projet, donnez-nous notre chance d'une certaine manière. Donc on a fait du don contre don dans un premier temps avant qu'ils prennent leur décision, qui était un peu là, c'est pas un rapport de force, mais faire un peu cette démonstration-là. Et quand finalement le projet du repreneur avec lequel on avait travaillé a été retenu, on a fait une campagne d'investissement en capital. Et là, on a dit aux gens, voilà, la biscuiterie Jeannette, ça repart. On a besoin de vous, on a envie de le faire avec vous. Vous pouvez devenir actionnaire à partir de 100 euros de la biscuiterie Jeannette, chacun avec ses moyens. Et puis, en mettant chacun des petites briques comme ça, on peut essayer de relancer le projet. Donc, on a collecté 350 000 euros dans un deuxième temps de cette manière-là. Et ce qui est intéressant, il y a 2 choses. La première chose qui est intéressante, c'est que les banques, elles ne voulaient pas du tout entendre parler de ce projet. Biscuiterie Jeannette, tribunal de commerce, locaux occupés, CGT. La personne avec laquelle on bossait, il ne pouvait même pas avoir un rendez-vous. Il demandait, et puis le mec disait, etc. Donc, impossible. Et finalement, avec 100 000 euros plus 350 000 euros, et puis la mobilisation que ça a créé, il y a des banques qui ont commencé à dire, quand même, on a l'impression qu'il se passe quand même quelque chose autour de ce projet, ce qui est un peu particulier. On va quand même regarder le dossier, et puis finalement, ils ont retrouvé le prêt
qu'ils espéraient même plus pouvoir obtenir pour aller vers leur plan de financement et relancer l'entreprise. Donc ça, c'est un premier point positif aussi, c'est qu'on peut faire jouer les complémentarités et utiliser le financement participatif comme un levier. Et la deuxième chose qui est forte, moi je trouve, dans ce mode de financement, c'est l'année dernière, quand on a fait l'assemblée générale de la biscuiterie Jeannette, on voit que tous les particuliers qui ont investi, le fait d'être actionnaire d'une entreprise, il y a quelque chose d'un peu spécial. C'est pas la même chose que mettre des actions sur le CAC 40, et c'est encore moins que de mettre dans son livret A ou autre. Voilà, à l'Assemblée Générale, c'était à l'usine, et donc les gens, le fait de venir, de voir l'usine, de voir qu'il y a des emplois qui se sont créés, même si on n'a peut-être mis que 200 € sur 350 000 et qu'on n'a pas de pouvoir, mais c'est pas vraiment la question. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, et nous, on est convaincus que on est minuscule encore sur ce mode d'intervention, mais l'idée en tout cas, c'est de se dire, offrir la possibilité de faire ce type de levée de fonds à d'autres entreprises que les startups, parce qu'aujourd'hui c'est très startup ce genre de démarche, c'est pas nouveau, les business angels, il y a déjà plein de choses, mais permettre un peu d'ouvrir au grand public et d'ouvrir à des entreprises plus traditionnelles, c'est vraiment notre challenge. On l'a fait quelques fois, ça marche. On a un super gros challenge pour essayer de rendre ce mode de financement plus large, plus connu, et essayer de créer plus d'histoires comme ça. Et peut-être pour conclure, je vois qu'il faut que je... Non, ça va. Juste pour conclure, après, sur notre mode de fonctionnement, nous, vraiment, une de nos particularités, c'est de travailler avec les acteurs du développement économique. Donc, on essaye, région par région, département par département, de faire des partenariats avec certains acteurs qu'on a pu citer et qui peuvent se retrouver derrière le guichet unique qui a été évoqué tout à l'heure. En PACA, notamment, on travaille avec le réseau Initiative PACA et on travaille aussi avec l'ADI. Et on est aussi en discussion avec certaines municipalités, et d'ailleurs notamment en région PACA, pour se dire comment on peut, avec certains outils, utiliser le financement participatif pour essayer de rediriger une partie de l'épargne des habitants de la ville vers les projets de la ville. Et avec le constat tout à l'heure, mais tout part dans l'immobilier, des choses comme ça, et se dire, on a des entreprises, il y a des choses intéressantes qui se passent, il n'y a pas d'outils aujourd'hui pour que les habitants puissent directement venir dire, allez, on peut remettre un petit peu aussi dans cette économie-là. Donc c'est vraiment work in progress. Moi, ça fait 5 ans qu'on existe, mais on voit qu'il y a encore des tas de choses à expérimenter, à tester, à imaginer. On est encore, on a avancé, on a fait certaines choses, mais avec ces partenariats, avec les acteurs du développement économique, on réfléchit, on teste, on expérimente, et puis on pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Stéphane. Philippe, oui, vous vouliez compléter. Oui, j'avais juste une proposition à vous faire sur des choses qui sont extrêmement concrètes et vous pouvez utiliser immédiatement. BPI France a une université en ligne et il y a tout un ensemble de e-learning. Ça ne coûte rien, vous pouvez tout à fait les utiliser. Je pense que je vois des hochements de tête, certains l'ont déjà utilisé sur tout un ensemble de thématiques, y compris la RSE. Et c'est extrêmement bien fait avec certains de nos partenaires. Donc je vous encourage vraiment à vous connecter et à regarder. C'est totalement gratuit. Merci beaucoup pour cet usage immédiat. Est-ce que vous avez on a alors bientôt, je regardais l'inauguration, on va commencer dans quelques minutes, mais est-ce que on va prendre quand même des petites questions. Alors j'arrive. Oui, bonjour à tous. Pas une question, mais un très court témoignage par rapport au sujet d'aujourd'hui. Donc, Frédéric Dupuis, je suis dirigeant de Corcap, un cabinet expert RSE et de solutions digitales web collaboratives. On parle beaucoup de responsabilité, on parle des chefs d'entreprise, il faut les aider. Moi, avant d'être expert, je suis dirigeant d'entreprise. Et je me suis rendu compte à un moment donné que les entreprises que j'accompagnais, au-delà du conseil, il fallait amener des choses très concrètes qui permettent de gagner du temps, de simplifier les démarches RSE et puis d'aider le chef d'entreprise après à communiquer sur tout ça. Donc je me suis repositionné, avant tout comme chef d'entreprise, pour trouver une nouvelle voie. Et il a fallu donc qu'on développe des outils web collaboratifs. Je me suis donc orienté vers BPI. Donc c'est un témoignage. Et grâce à BPI, on a pu avoir une aide de faisabilité à l'innovation et un prêt participatif à l'amorçage. Ça nous a permis de développer des solutions innovantes que l'on met à disposition des entreprises. Et donc, je témoigne, pour ma part, que c'est quelque chose qui m'a grandement aidé. Et donc, la dernière solution web collaborative est un outil peut-être qui trouvera réponse à la question tout à l'heure, comment faire avancer les démarches RSE, les faire savoir et comment mettre cette innovation au service des entreprises. Le dernier outil qu'on a développé, il s'appelle MyRSE Network, donc qui est une application mobile
qui va permettre à tous les acteurs de la RSE de trouver de l'information centralisée, aux entreprises de communiquer leurs bonnes pratiques, de mettre du lien entre les acteurs pour géolocaliser autour de nous les acteurs impliqués dans la RSE. Donc ce développement innovant, on le doit aussi parce qu'on a pris des risques. Il a fallu des aides, donc je témoigne aujourd'hui que BPI nous a grandement aidés. Donc si vous voulez venir découvrir cette solution sur notre stand, c'est libre et accessible à tous. Voilà. Écoutez, je remercie infiniment de ce témoignage. Simplement pour compléter, c'est que c'est toujours un rôle difficile parce qu'encore une fois, le monde n'est pas parfait et on peut faire des loupés, etc. Ce qu'il faut simplement retenir, et avec Christophe, on est là pour en témoigner, hein, c'est qu'on est vraiment à la disposition des entrepreneurs. Ce n'est pas un discours de circonstance, c'est que si vous voyez les 2500 personnes chez BPI France, chacun mouille sa chemise, va sur le terrain, va au contact, et on respire entreprise 365 jours par an. Juste en 2 secondes, on a lancé une grande étude sur la RSE parce qu'on a un vrai sujet qui est la connexion RSE égale valeur, création de valeur pour les entreprises. Parce qu'effectivement, ce n'est pas la priorité, on ne sait pas trop ce que c'est, etc. On a lancé une étude auprès de 30 000 entreprises. Et on devrait avoir effectivement les résultats de cette étude donc, à l'automne, mais sans l'orienter, hein, simplement pour prendre la photo et voir réellement ce que ça représente chez les entrepreneurs de toute taille. Donc on sera très heureux de pouvoir communiquer sur ces résultats à la rentrée. Et encore une fois, si ça permet de pousser un petit peu les frontières et d'aider les entreprises à se dire oui, ça crée de la valeur, oui, ça me permet de gagner des marchés, etc., nous, on va mettre le paquet, soyez-en rassurés, pour vous aider. Cécile Valette, conseil en financement et développement de l'économie sociale. Donc c'est plutôt par rapport aux prêts sur les structures de l'ESS. Donc pour moi, c'est des entreprises. Donc si vous avez fait un prêt particulier, donc pour vous, c'est quoi la spécificité? Et après, les critères pour avoir ce type de prêt. Oui, le prêt a été créé en 2015 après la loi sur l'ESS. Il est accessible à toutes les entreprises qui font partie de l'ESS et c'est déterminé par rapport, on va retomber sur des choses assez basiques, hein, par rapport au statut juridique de la structure, quoi. Donc on peut intervenir sur les fondations, congrégations, associations, SCOP, SKIC, etc. On va pas toutes les énumérer, quoi. Donc c'est un petit crédit qui fait entre 10 000 et 50 000 euros, donc on s'adresse plutôt aux petits. On n'intervient pas sur les phases de création. Et on doit être en partage avec c'est toujours notre credo, c'est qu'on intervient en cofinancement avec les banquiers, donc on partage les opérations avec la banque. Mais on est preneur d'opérations de ce type-là et on juge même qu'on est insuffisamment implanté dans ce domaine de l'économie sociale, quoi. Donc c'est pour des projets de développement. Des projets de développement, oui, tout à fait. Donc on finance tout, du besoin en fonds de roulement, des charges, oui, ça peut être des charges, s'il y a des embauches par exemple, et du besoin en fonds de roulement généré par cette arrivée de nouveaux salariés. Ça peut être des investissements corporels aussi, mais on participera au projet de développement, quoi. Je crois dans ceux qu'on a mis en place, on a financé des frais, on a financé des frais commerciaux aussi, du BFR, dans les quelques-uns qu'on a mis en place pour l'instant. Et à votre disposition, on échangera nos cartes. La dernière question, parce qu'après, vous allez louper le début de la plénière et c'est quand même... Je vais essayer de faire rapide, c'est une question un peu technique pour Monsieur Vroman. Votre modèle économique à Bubble in Town, comment ça fonctionne, combien vous prenez? Alors le modèle économique, il est assez classique dans le paysage du financement participatif, c'est de prendre une commission sur le montant qui est collecté. Donc en don contre don, c'est 8% du montant collecté, enfin ça inclut les frais financiers, je dis ça parce que certaines plateformes disent 5 et après disent plus 3, et donc ça fait 8 aussi. Mais en revanche, c'est uniquement au succès. Donc, et on fonctionne aussi, encore une fois, on est assez aligné avec nos confrères. C'est-à-dire que quand on lance une campagne, on se fixe un objectif à atteindre. Si l'objectif n'est pas atteint, on va rembourser tout le monde, mais on ne va rien facturer non plus aux porteurs de projet, et puis nous, on ne va rien gagner, c'est l'engagement qu'on prend, et si ça fonctionne, à ce moment-là, c'est les 8%. Sur le montant qui est collecté. Sur l'investissement, c'est dégressif. Plus vous collectez, plus le pourcentage diminue. Donc ça commence autour de 8 et puis ça finit à 5.
Voilà, écoutez, ça va conclure. Je vous invite vraiment à aller voir à la fois la plateforme de Bulbinton, parce que vous voyez toutes les petites entreprises qui sont potentiellement autour de vous. C'est super attachant et intéressant. Et puis la plateforme de BPI France pour vous former sur l'entrepreneuriat et le développement durable. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci.